Un mensonge dit une fois, c'est une erreur. Un mensonge dit 2 fois, c'est un choix. Mais un mensonge répété chaque jour, pendant 40 ans, à travers les petits déjeuners, les anniversaires, les remises de diplômes et les fêtes, à travers les premiers pas d'une fille, son premier chagrin d'amour, et son premier divorce. Ce n'est plus un mensonge. C'est une vie. Toute une vie contrefaite, bâtie sur le silence de quelqu'un d'autre, et maintenue par l'accord tacite de tous de ne pas y regarder de trop près. Mes parents ont bâti cette vie. J'y ai vécu, et j'y vivrai encore aujourd'hui, si ma tante n'avait pas distribué 23 enveloppes lors d'une réunion de famille. Je m'appelle Fête de l'année. J'ai 40 ans. En juin dernier, 150 membres de ma famille se sont réunis, dans la ferme de mes grands-parents, près de Columbus, dans l'Ohio. Il y avait des tantes blanches, de la salade de pommes de terre, et une banderole qui disait « Réunion de la famille de l'année ». Établie en 1982. Ma tante Patty, professeure d'histoire à la retraite, et passionnée de généalogie, avait collecté des échantillons d'ADN de la famille, quelques mois plus tôt. Elle a imprimé les résultats. Elle les a scellés dans des enveloppes. Elle pensait que ce serait amusant. Ma mère a ouvert la sienne. Son visage est devenu livide. Mon père a baissé les yeux vers le sol. Et moi, la seule femme aux cheveux bruns dans une famille de blonds, j'ai compris, en 7 minutes, ce que j'avais passé 40 ans à essayer de ne pas demander. Avant de vous ramener à cet après-midi-là, abonnez-vous, aimez la vidéo, et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous emmener à ce samedi de juin. Le matin où cette vie de contrefaçon a expiré. La réunion de la famille de l'année était une tradition depuis 1982. Chaque mois de juin, tout le clan se rassemblait à la ferme de mes grands-parents, près de Columbus. Des tentes blanches, des tables pliantes mises bout à bout. Un drapeau américain qui claquait sur le toit de la grange. 150 personnes, à peu de choses près. 4 générations de Delaney. Ma famille était le genre de famille, par laquelle les autres habitants de la ville rêvaient d'être invités pour le dîner de Noël. Mon père, Gérald, possédait la plus ancienne quincaillerie du comté. Ma mère, Linda, présidait le ministère des femmes à l'église luthérienne de Grèce. C'étaient des piliers, constants, visibles, respectés. Je suis arrivé à 7 heures ce matin-là, 2 heures avant tout le monde. Ma mère m'avait appelé à 6 heures. Apporte la salade de pommes de terre, ma chérie. J'ai déjà assigné tout le reste. Elle ne m'a pas demandé ce que je voulais apporter. Elle ne demandait jamais. Elle assignait. J'ai installé les chaises, déplié les nappes, préparé le stand des boissons. Quand mon frère, Ryan, est arrivé à 9 heures, il est allé directement au barbecue avec mon père, des bières fraîches transpirant déjà dans leurs mains. Ma sœur, Megan, est arrivée à 9h30, avec une tarte achetée en magasin, et une excuse sur les embouteillages. Personne ne lui a demandé pourquoi elle était en retard. Moi, j'étais là depuis 2 heures. Il y a une photo accrochée dans le salon de mes parents. Le dernier portrait de famille professionnelle que nous avons fait, il y a peut-être 8 ans. Mon père au centre, ma mère à ses côtés, Ryan et Megan les encadrant, tous avec des cheveux dorés et de grands sourires, et moi, tout à droite, légèrement en dehors du cadre. Quand je l'ai fait remarquer une fois, ma mère a répondu, le photographe m'a dit de me mettre là. Elle avait toujours une explication. Mais cet après-midi-là, pour la toute première fois, ma mère n'aurait aucune explication du tout. Voici ce que vous devez savoir sur moi. J'ai les cheveux bruns foncés, presque noirs, dans une famille de blonds. Mes yeux sont verts, d'un vert profond, le genre de regard que les gens remarquent et commentent. Personne dans la famille de l'année n'a les yeux verts. Ceux de mon père sont bleus. Ceux de ma mère sont gris. Ceux de Ryan sont bleus. Ceux de Megan sont bleus. Les miens sont verts. Quand j'avais 12 ans, j'ai demandé à ma mère pourquoi j'étais si différente. Elle n'a pas hésité une seconde. Tu tiens de ta grand-mère de mon côté, ma puce. Ta grand-tante Dorothy avait les cheveux foncés, elle aussi. Je l'ai cru. À 12 ans, croire est plus facile que de douter. Ryan a hérité du nez de mon père. Megan a hérité du sourire de ma mère. Moi, j'ai eu droit à des explications. Je suis devenue infirmière aux urgences. Cela fait 16 ans maintenant, à l'hôpital Merci Général, où je fais la garde de nuit plus souvent qu'à mon tour.
J'ai choisi ce métier parce que je suis calme dans le chaos. Le genre de calme où vos mains sont fermes, où votre voix s'abaisse, et où vous avez déjà 3 longueurs d'avance sur la crise. Les gens me disent que je suis doué pour ça. Je pense que je suis doué, parce que j'ai grandi dans un genre de chaos dont personne n'admettait l'existence. Laissez-moi vous apprendre quelque chose, sur les familles qui cachent un secret. Regardez qui ne se tient jamais au centre de la photo. Regardez qui se voit assigner la salade de pommes de terre, mais à qui l'on ne demande jamais ce qu'il préfère. Regardez qui arrive 2 heures en avance, et ne reçoit aucun remerciement. Ce ne sont pas des accidents. C'est une architecture. Je ne savais pas encore tout ça, lors de ce samedi de juin. Je savais juste ce que j'avais toujours su. Que quelque chose, concernant ma place dans cette famille, semblait légèrement décentré. Comme un cadre photo que vous n'arrêtez pas de redresser, mais qui ne tient jamais vraiment droit. 150 personnes allaient arriver dans 2 heures, et une seule enveloppe allait tout expliquer. Ma tante Patricia, que tout le monde appelait Patty, était la jeune sœur de ma mère. Une professeure d'histoire à la retraite, âgée de 60 ans. Le genre de femme qui organisait son étagère à épices par ordre alphabétique, et qui pouvait vous dire quelle branche de l'arbre généalogique était passée par Ellis Island en 1904. La généalogie était sa passion. Elle construisait un arbre généalogique sur Ancestry.com depuis des années. 6 mois avant la réunion, Patty avait envoyé des kits ADN Ancestry à 23 d'entre nous, le noyau central de chaque branche de la famille. Crachez dans le tube, et renvoyez-le-moi. Je compilerai tout pour la réunion. Nous l'avons tous fait. Un petit projet amusant. Personne n'y a réfléchi à 2 fois. Elle est arrivée ce matin-là, portant une boîte en carton. Elle s'est dirigée directement vers le micro, le même que l'oncle Dave utilisait chaque année pour la bénédiction, et elle a tapoté dessus 2 fois. J'ai une surprise pour tout le monde. Elle a soulevé la boîte. À l'intérieur, 23 enveloppes, chacune portant un nom. Il y a 6 mois, j'ai envoyé des kits ADN à vous tous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les résultats ensemble. Nous allons voir d'où nous venons tous. La foule a explosé de joie. Les enfants ont applaudi. Les cousins se donnaient des coups de coude. Je parie que j'ai du sang viking. Je mets 20 billets qu'il y a de la royauté là-dedans, quelque part. J'ai pris mon enveloppe. J'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme du soulagement. Enfin, ai-je pensé, enfin, je saurai pourquoi je suis différente. Je m'attendais à trouver une lointaine branche méditerranéenne du côté de ma mère, cette fameuse grand-tante brune qu'elle mentionnait toujours. Puis, j'ai regardé de l'autre côté de la table. Ma mère ne souriait pas. Sa main serrait son verre de thé glacé si fort, que ses jointures étaient devenues blanches. Et mon père regardait tante Patty avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Ce n'était pas de la colère, c'était de la peur. Patty a fait le compte à rebours, à partir de 3. Les enveloppes se sont déchirées à travers toute la cour. Des rires, d'abord. Toujours des rires. L'oncle Dave, 47% anglais, l'avait deviné. La cousine Rachel, 3% scandinave, je suis une viking. Un adolescent, à la table du fond, a brandi ses résultats et a crié, je suis 2% ouest-africain. C'est génial. J'ai déplié ma feuille. L'estimation de mes origines ethniques ne ressemblait en rien à ce que j'attendais. Italienne, méditerranéenne, une épaisse part d'ascendance d'Europe du Sud, qui n'avait rien à faire sur un résultat de la famille Delaney. Mais je n'ai pas eu le temps d'assimiler ça, parce que les rires se sont arrêtés. Pas partout en même temps. Ils se sont arrêtés à notre table en premier. De la même façon que le son meurt dans une salle d'urgence, quand le moniteur affiche un tracé plat. Pas vraiment du silence, mais l'absence de tout ce qui était là l'instant d'avant. Ma mère avait ouvert son enveloppe. Son visage avait la couleur de la nappe. Blanc. Blanc comme du papier. Elle fixait les résultats, mais ses yeux ne bougeaient pas. Elle ne lisait pas. Elle était figée. Elle a regardé mon père. Mon père a regardé ses chaussures. J'ai baissé les yeux vers mes propres résultats. Sous la répartition ethnique, il y avait une section que je n'avais pas remarquée. Parents ADN. Une liste de membres de la famille correspondant, dans la base de données. Ryan Delaney. Relation prédite, demi-frère.
Mégane Delaney. Relation prédite, demi-sœur. Gérald Delaney, aucune correspondance. Aucune correspondance. Et tout en bas, Thomas Callaway. Relation prédite, père. Je n'avais jamais entendu ce nom de toute ma vie. J'ai levé les yeux. Ma mère me fixait. Et pour la première fois en 40 ans, je l'ai vue. Je l'ai vraiment vue. Pas la femme que je connaissais. Pas la mère qui présidait le ministère des Femmes, et préparait des ragoûts pour chaque repas paroissial. Mais une femme qui venait juste de se faire prendre. 7 minutes. C'est le temps qu'il a fallu, pour que 40 ans s'effondrent. Laissez-moi vous guider à travers les 3 premières minutes. L'odeur du charbon de bois du barbecue. Le bruit des enfants qui jouent à chat, quelque part derrière la grange. La lumière du soleil, qui tombe sur les tables de pique-nique en longues barres dorées. Tout cela était encore là. Le monde entier fonctionnait encore, pendant que le mien se fissurait en plein centre. J'ai regardé Ryan. Il riait encore de ses résultats. Il n'avait pas levé les yeux. Mégane prenait un selfie, tenant sa feuille à côté de son visage. Il ne savait pas encore. J'ai regardé le nom à nouveau. Thomas Callaway. Père. Ma mère s'est levée. Elle essayait de sourire. Le genre de sourire que j'avais vu 1000 fois aux urgences. Celui que les patients arborent, quand ils sont sur le point de s'annoncer une mauvaise nouvelle à eux-mêmes. Patty, a-t-elle dit. Sa voix était trop enjouée. Ces trucs font des erreurs tout le temps. Tu le sais, n'est-ce pas? Le laboratoire a probablement mélangé quelque chose. Tante Patty a cligné des yeux. Des erreurs? Linda, j'ai utilisé le même laboratoire pour les 23, le même lot. Eh bien, de toute évidence, quelque chose a mal tourné. Qu'est-ce qui a mal tourné? Ma mère n'a pas répondu. Elle a regardé mon père à nouveau. Il fixait toujours ses chaussures. Sa mâchoire était crispée. Ses mains étaient à plat sur la table. Il n'avait pas ouvert son enveloppe. Il n'en avait pas eu besoin. Laissez-moi vous apprendre quelque chose sur la tromperie. Quand quelqu'un apprend une mauvaise nouvelle, qui est vraiment une surprise, il réagit. Il tressaille. Il halète. Il dit, quoi? Mon père n'a rien fait de tout ça. Il est resté parfaitement immobile, comme un homme qui avait attendu une tempête, qu'il avait regardé se former à l'horizon, pendant 4 décennies. Gérald Delaney n'était pas surpris. Il savait, depuis le début. Ryan a fini par lever les yeux. Maman, qu'est-ce qu'il se passe? Ma mère a de nouveau cherché cette voix enjouée. Rien, mon chéri. Il y a une erreur dans le. Il n'y a pas d'erreur. Mon père. 5 mots, aussi plats qu'une dalle de béton. Il n'a pas regardé ma mère quand il l'a dit. Il a regardé la table. Puis, lentement, il a levé les yeux vers moi. Je le sais depuis avant ta naissance. 150 personnes. Et pas une seule ne respirait. Mon cerveau a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a exhumé 40 ans de preuves, en environ 3 secondes. La journée des métiers. Il est allé dans la classe de Mégane, pas dans la mienne. Les voyages de pêche. Toujours Ryan. Toujours Mégane. Jamais de place pour moi sur le bateau. La remise de mon diplôme de fin d'études. Un chèque signé, mais un siège vide. Mon mariage. Il m'a accompagné jusqu'à l'hôtel, et a porté un toast qui faisait 2 mots, à fête. Ryan a ri, et a dit, papa est un homme de peu de mots. Non. C'était un homme qui n'avait rien à dire, parce que je n'ai jamais fait partie de son histoire. J'ai posé mon enveloppe sur la table. Je me suis levé. 150 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas enfui. 16 ans de formation aux urgences vous font ça. Quand tout s'effondre, votre voix s'abaisse, et vos mains s'immobilisent. J'ai regardé ma mère. Pendant combien de temps alliez-vous me laisser vivre, à l'intérieur de votre mensonge? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Et pour la première fois en 40 ans, Linda Delaney, la femme qui avait une réponse à tout, une explication à chaque question, une parade pour chaque doute, n'avait plus rien à dire.
La présidente du ministère des Femmes, sans voix. Ce qui s'est passé ensuite, ce fut le genre de chaos qui a l'air calme vu de l'extérieur. Ma mère a commencé à pleurer. Pas le genre de pleurs qui vient du remords. Le genre qui vient du fait d'être démasqué. Ses épaules recroquevillées vers l'intérieur, ses mains pressées contre sa poitrine. Vous ne comprenez pas ce que j'ai traversé. Aucun de vous ne comprend. Ryan s'est levé en quelques secondes. Mais il n'est pas allé vers notre mère. Il est allé vers tante Patty. Il a pointé son doigt vers elle, comme une arme. Tu es contente, maintenant? Tu viens de détruire cette famille. Est-ce que ton petit projet scientifique en valait la peine? Les mains de Patty tremblaient. Ryan, je n'en avais aucune idée. Tu n'en avais aucune idée. Tu as distribué des tests ADN à une réunion de famille, et tu n'avais aucune idée que quelque chose comme ça pouvait arriver. Forte de mes 16 années passées à analyser des pièces, à lire le langage corporel, la panique et la déflexion, j'ai observé le schéma se former en temps réel. C'était ma mère qui avait menti pendant 40 ans. C'était mon père qui avait maintenu ce mensonge en vie. Mais Ryan attaquait Patty, la messagère. Laissez-moi vous apprendre quelque chose sur les familles à secret. Quand la vérité éclate, la famille ne se retourne pas contre la personne qui a créé le mensonge. Elle se retourne contre la personne qui l'a exposé. Ils appellent ça « maintenir la paix ». J'appelle ça « protéger le menteur ». Une grand-tante, près de la table des desserts, a murmuré à son mari, « Pauvre Linda. Elle ne mérite pas ça. » Je l'ai entendu. Chaque mot. Mon père s'est levé sans un mot, a marché vers la grange, et a disparu à l'intérieur. Aucune défense pour sa femme. Aucun déni, aucun réconfort. Juste un homme qui se retirait dans la structure. Ce qu'il comprenait. Le bois, les clous, et le silence. J'étais toujours debout. Je n'en avais pas terminé. J'ai suivi ma mère dans la cuisine de la ferme. Elle s'y était retirée, comme elle se retirait toujours dans un espace qu'elle contrôlait. Sa cuisine, son territoire. Mais elle n'était pas seule. Deux de mes tantes plus âgées l'avaient suivie, planant près de l'embrasure de la porte, comme des témoins qui n'avaient pas encore décidé de quel côté ils étaient. Bien, laissez-les écouter. Explique-moi, ai-je dit. Tout. Ma mère a essuyé ses yeux avec un essuie-tout, a pris une inspiration, et puis elle a fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle a raconté une histoire. La version qu'elle voulait que j'entende. En 1985, ton père a accepté un poste pour ouvrir un deuxième magasin. Il est parti 3 mois. J'avais 23 ans, j'étais seul dans cette maison. Sans voiture la moitié du temps, sans famille à proximité. Thomas Callaway était le charpentier engagé pour réparer notre toit. Elle a fait une pause. C'est juste arrivé. Et quand je suis tombée enceinte, les dates ne correspondaient pas. Je le savais. Je l'ai dit à ton père, quand j'étais enceinte de 7 mois. Une autre pause. Il avait 2 choix. Partir, ou rester. S'il partait, fait, je n'avais pas de diplôme, pas de revenus, 3 enfants. J'aurais tout perdu. La maison, l'assurance, l'église, tout. Alors, il est resté. Il est resté, et le marché, c'était le silence. Elle ne l'a pas nié. Personne ne devait jamais savoir, à aucun moment. J'ai laissé planer ça un instant. Les tentes dans l'embrasure de la porte étaient des statues. Tu n'as pas préservé une famille, maman. Tu as préservé un mensonge, et tu as appelé ça une famille. Son visage s'est décomposé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous, les enfants. Non. Tout ce que tu as fait, c'était pour toi. Et tu as volé 2 choses. La vérité, pour moi. Et mon existence, à mon père biologique. Est-ce que Thomas Callaway sait seulement que j'existe? Elle a détourné le regard. Non. 40 ans. Il n'a jamais su. Silence. J'ai trouvé Gérald dans la grange. Il était assis sur une chaise en bois près de l'établi, tenant une canette de bière qu'il n'avait pas ouverte. La poussière dansait dans la lumière de la fenêtre. Un temps bourdonnait quelque part au-dessus de nous. Pourquoi es-tu resté? Il n'a pas levé les yeux. Parce que c'est la ferme de ma famille.
parce que ma mère était encore en vie. À cause de l'église, à cause de tout ce que j'avais construit dans cette ville. Il a fait tourner lentement la canette dans ses mains. Et parce que je pensais que je pourrais t'aimer, comme ma propre fille. Il s'est arrêté. J'ai attendu, mais il ne pouvait pas aller plus loin. Et d'une certaine manière, ces quelques mots ont coupé plus profondément que les résultats ADN. Plus profondément que les excuses de ma mère. Plus profondément que 40 années à être celle qui se tenait au bord de la photo, parce que ma mère avait menti. Ça, c'était un choix. Mais Gérald avait essayé, et avait échoué. Et ça, c'était quelque chose de pire. C'était la vérité. Tu le savais, chaque jour, ai-je dit. À chaque journée des métiers que tu as manqué, chaque voyage de pêche auquel tu ne m'as pas invité, chaque anniversaire que tu as oublié. Tu savais pourquoi. Te le dire n'aurait pas aidé. Ça m'aurait aidé à comprendre. Il a fini par me regarder. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Gérald Delaney ne pleurait pas. Gérald Delaney endurait. C'était toute son identité. L'homme qui encaisse. Je n'avais pas besoin que tu m'aimes comme ta propre fille, ai-je dit. J'avais besoin que tu me dises la vérité. Il a baissé les yeux sur la bière non ouverte. Le temps s'est posé sur la fenêtre, et s'est tu. Je suis resté planté là pendant un long moment. Puis je suis sorti. Je ne le détestais pas. Je ne lui pardonnais pas non plus. Je comprenais juste, enfin, l'architecture de mon enfance. Chaque pièce où je n'étais pas invité. Chaque porte qui restait fermée. Sur le chemin du retour, mon cerveau a repassé en boucle 40 ans de preuves, comme une compilation que je n'avais jamais demandé à voir. 8 ans. Gérald a emmené Ryan et Megan pêcher au lac Buckeye. J'ai demandé à y aller. Il a dit que le bateau ne pouvait contenir que 3 personnes. Ce bateau pouvait en contenir 5. Je le sais, parce que j'ai compté les sièges, la fois suivante où nous avons visité le quai de l'oncle Dave. 15 ans. La journée des métiers à l'école. Megan est rentrée à la maison, rayonnante, papa a visité ma classe aujourd'hui. J'ai demandé pourquoi il n'était pas venu dans la mienne. Ma mère, il avait une livraison au magasin, ma chérie. Gérald est allé dans la classe de Megan. Il n'est pas venu dans la mienne. 18 ans. Le jour de la remise des diplômes. Gérald a signé le chèque pour les frais de scolarité. Il n'a pas assisté à la cérémonie. Ma mère a expliqué qu'il avait mal au dos. Son dos allait très bien, 2 jours plus tard, quand il a aidé Ryan à monter des meubles dans son premier appartement. 25 ans. Mon mariage. Gérald m'a accompagné à l'hôtel, parce que c'est ce que font les pères. À la réception, il a levé son verre, à fête. 2 mots. Le mariage de Ryan, Gérald a parlé pendant 4 minutes, a raconté des histoires, a fait rire les gens. Ma réception a eu droit à 2 mots, et une coupe de champagne. Il n'a même pas fini son verre. 32 ans. Mon divorce. Gérald n'a rien dit. Ma mère a appelé une fois, ces choses-là arrivent, ma puce. Ryan et Megan avaient droit à des dîners le dimanche. Moi, j'ai eu droit à un coup de fil. J'avais l'habitude de lui trouver des excuses. Il est silencieux. Il est de la vieille école. Il n'est pas doué avec les émotions. Ma mère trouvait ses excuses, elle aussi, à chaque fois. Le mal de dos, la capacité du bateau, le planning des livraisons. Chaque excuse était un petit mensonge, qui protégeait le gros. 40 ans d'indices. Et moi, l'infirmière des urgences, formée pour lire les symptômes, formée pour repérer la chose que tout le monde rate. J'avais raté chaque symptôme dans ma propre famille. C'est ça la partie la plus cruelle. Je cherchais partout, sauf à la maison. Je n'ai pas atteint ma voiture. Ryan m'a rattrapé dans l'allée, à mi-chemin entre la grange et ma berline. Son visage était rouge. Il s'était disputé avec quelqu'un. Probablement Patty. Et maintenant, il redirigeait sa colère. Tu dois arrêter. Tu rends les choses pires. Pire pour qui, Ryan? Pour maman? Pour papa? Pour nous tous? Il s'est approché. Sa voix a baissé.
de la façon dont les hommes baissent la voix quand ils veulent avoir l'air raisonnable, mais qu'ils ne le sont pas. Ils t'ont élevé. Ils t'ont nourri. Ils ont payé tes études d'infirmière. Qu'est-ce que tu veux de plus? La vérité. C'est ce que je veux. La vérité. Il a ri. Un rire court, et laid. La vérité, c'est que papa est resté. Il aurait pu s'en aller. Et il ne l'a pas fait. Et maintenant, tu es là à agir comme s'il te devait quelque chose. J'ai regardé mon frère. Demi-frère, a corrigé mon cerveau. Et j'ai détesté mon cerveau pour ça. Et j'ai vu quelque chose que j'ai reconnu. La peur. Ryan n'était pas en colère contre moi. Il était terrifié. Parce que, si notre père avait pu garder ce secret pendant 40 ans, quoi d'autre était enterré? Si les fondations étaient fissurées, la maison entière de Ryan tremblait, elle aussi. Derrière lui, la réunion se dissolvait. Des voitures quittaient l'herbe. Des cousins ramenaient vers leur coffre des plats recouverts de papier aluminium. Un grand-oncle pliait des chaises, tout seul. La réunion de la famille de l'année. 42 ans de tradition, qui se terminait dans les chuchotements et la poussière de gravier. Une des cousines plus âgées nous a croisés en allant vers sa voiture. Elle a touché le bras de Ryan. Ta pauvre mère, a-t-elle dit. Elle ne mérite pas ça. Elle ne m'a pas regardé. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Tu es toujours ma sœur. Et pour la première fois, je me suis demandé, l'ai-je un jour été? Je suis monté dans ma voiture, j'ai tourné la clé, et je suis sorti de l'allée sans regarder en arrière. Je ne suis pas parti tout de suite. J'ai garé ma voiture au bout du chemin de terre, et je suis resté là, moteur tournant, les mains sur le volant. Je ne savais pas où aller. Mon appartement semblait trop loin. L'autoroute semblait trop rapide. Tout semblait bouger, sauf moi. Mon téléphone a vibré. Megan. Je suis sur le porche arrière. Viens t'asseoir avec moi, s'il te plaît. J'ai fait demi-tour. Megan était sur la balancelle du Porsche, les genoux remontés, ses résultats ADN pliés sur ses genoux. Elle n'a rien dit quand je me suis assise à côté d'elle. Nous nous sommes juste balancés là pendant un moment, la chaîne grinçant, les cigales hurlant dans les champs. Tu te souviens, quand tu m'as dit que tu avais toujours eu l'impression d'avoir été livré à la mauvaise famille, a-t-elle dit doucement. Tu as ri. Je croyais que tu plaisantais. Elle a tourné la tête pour me regarder. Tu ne plaisantais pas. Non. J'avais remarqué des choses, moi aussi. Tu sais, la façon dont papa prenait toujours des photos avec Ryan et moi, mais oubliait toujours de t'appeler. La façon dont maman parlait de nous, la promotion de Ryan, la classe de Megan, et puis juste. Fête va bien, elle est occupée. Elle a essuyé ses yeux. Je ne savais pas pourquoi. Mais j'aurais dû demander. Je ne lui ai pas dit que c'était d'accord, parce que ça ne l'était pas. Mais j'ai posé ma main sur la sienne. Il y a autre chose, a dit Megan. Maman m'a appelé 3 fois la semaine précédant la réunion, pour me demander si tante Patty avait dit quelque chose sur les résultats ADN. Elle était nerveuse, faite. Elle savait déjà ce que ces enveloppes allaient montrer. J'ai laissé l'information faire son chemin. Ma mère savait. Elle avait eu la chance de dire la vérité avant la réunion. Elle avait eu la chance d'appeler Patty, d'annuler les résultats, de m'asseoir dans sa cuisine et de dire les mots elle-même. À la place, elle a joué, et elle a perdu. Je suis resté assise dans ma voiture, à l'extérieur de la ferme, pendant un long moment après que Megan soit rentrée. La réunion était terminée. Les tentes à moitié affaissées. Des assiettes en carton dans les poubelles. La banderole de la famille de l'année. Établie en 1982. Toujours tendue entre 2 poteaux de clôture, un coin pendant dans le vide. J'ai pris mon téléphone, et j'ai tapé un nom dans la barre de recherche. Thomas Callaway. Cela a pris moins de 30 secondes. Callaway Custom Woodwork, Granville, Ohio. Une petite page d'entreprise, un profil Facebook personnel, et la photo de profil d'un homme dans la soixantaine, debout à côté d'une table de salle à manger terminée. Cheveux argentés, mains burinées, yeux verts. Je me suis regardé dans le rétroviseur. Mes yeux. Ses yeux. La même couleur,
la même forme au coin externe. 40 ans a demandé pourquoi je ne ressemble à personne, et la réponse était une photo Facebook, à 3 cm de mon visage. Mes mains tremblaient. Elles n'avaient pas tremblé depuis l'école d'infirmière. Pas pendant les arrêts cardiaques, pas pendant les urgences vitales, pas pendant cette nuit où un adolescent est arrivé après un accident de voiture, et où j'ai maintenu une compression sur son artère fémorale pendant 9 minutes, en attendant le chirurgien. Mais elle tremblait, maintenant. Je voulais l'appeler. Je voulais entendre sa voix, et voir si elle ressemblait à la mienne. Mais je me suis arrêté. Parce que Thomas Callaway avait une vie. Peut-être une femme, peut-être des enfants. Je pourrais être sur le point de faire exploser son monde, de la même manière que cette enveloppe avait fait exploser le mien. Et j'avais une vie, moi aussi. Une vie qui n'était pas encore achevée. J'en étais à 6 semaines dans le processus d'adoption, pour une petite fille nommée Lily. 6 ans, cheveux bruns, en famille d'accueil. Elle m'attendait. Et je n'allais pas transporter mon chaos sur le pas de la porte de qui que ce soit, avant d'avoir trié les débris du mien. À 3 heures de route. Des yeux verts. Un inconnu, qui était mon père. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé comme le standard d'un hôpital. 3 textos de ma mère, à la suite. Chacun adoptant une stratégie différente. 20h14. Nous devons parler de ça en personne. Rentre à la maison. Nous allons régler ça en famille. 20h47. C'est la faute de Patty. Elle n'avait aucun droit de distribuer ses tests sans penser aux conséquences. 21h22. Ne fais pas de ça quelque chose de plus gros que ça ne l'est. Faites, s'il te plaît. Laissez-moi vous les analyser. Le premier, régler ça en famille, signifie, laisse-moi contrôler qui entend quoi. Le deuxième, accuser Patty, signifie, rediriger la cible pour que ce ne soit pas moi. Le troisième, ne fais pas de ça quelque chose de plus gros. C'est celui-là qui brûle. Parce que, quand quelqu'un vous dit de ne pas en faire toute une histoire, ça veut dire que c'est déjà plus gros que ce qu'il veut bien admettre. Ryan a envoyé un texto à 22h. Maman pleure depuis ce soir. Es-tu satisfaite? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis restée assise dans mon appartement dans le noir, le téléphone sur la table, l'écran clignotant. À 23h47, un dernier message de ma mère. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et j'ai réalisé que c'était sa réplique. Sa réplique fétiche. Celle qu'elle dégainait chaque fois que je remettais quoi que ce soit en question. Chaque fois que je doutais, chaque fois que je sentais le sol se dérober sous moi, et que je demandais pourquoi. J'ai fait ça pour toi. Année après année, décennie après décennie. Un scénario tellement poli, qu'il pouvait passer pour de l'amour. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la gestion. Et j'avais été géré toute ma vie. J'ai retourné mon téléphone face contre la table. J'ai tiré une couverture sur mes épaules, et j'ai fixé le plafond. Demain, j'aurai un problème à résoudre. Parce que le dossier d'adoption de Lily contenait des antécédents médicaux qui étaient complètement faux. J'étais assise dans mon appartement cette nuit-là, le téléphone rempli de messages de personnes me disant que j'étais en train de déchirer cette famille. Et je n'arrêtais pas de penser, l'étais-je vraiment? Ou bien avait-elle été déchirée il y a 40 ans, et j'étais juste la dernière à la prendre? Si on vous a déjà dit que vous aggraviez les choses, pour avoir posé une question que vous aviez tout à fait le droit de poser, tapez « mon droit » dans les commentaires. Et si cette histoire vous parle de près, abonnez-vous, car c'est loin d'être fini. Le lendemain matin, la réalité a frappé plus fort que l'émotion. J'étais assise à la table de ma cuisine, le dossier d'adoption de Lily ouvert devant moi. Page 7, antécédents médicaux familiaux. Je l'avais rempli 2 mois plus tôt, assise sur la même chaise, recopiant tout ce que je savais sur le côté de l'année. La maladie cardiaque du père de Gérald. L'arthrite précoce de sa mère. Le diabète qui coulait dans la famille comme une rivière. Rien de tout cela n'était à moi. J'ai appelé l'assistante sociale de Lily à 9h. J'ai expliqué la situation avec la voix la plus calme dont j'étais capable. Clinique, factuelle, de la même manière que je fais mes rapports au médecin traitant. Il y a eu un changement significatif dans les informations concernant ma famille biologique. Les antécédents médicaux que j'ai soumis sont inexacts.
Je dois les mettre à jour. Silence à l'autre bout du fil. Puis, faites. Nous aurons besoin des informations corrigées avant de pouvoir avancer. Si vous ne pouvez pas fournir d'antécédents médicaux familiaux précis, cela pourrait retarder le processus. Retarder. Ce mot a atterri dans ma poitrine comme un coup de poing. Parce que quelque part à l'autre bout de la ville, une petite fille de 6 ans, dans un foyer d'accueil, attendait. Lily avait déjà assez attendu. 3 placements en 4 ans. Elle avait déjà été déçue par chaque adulte qui était censé être là pour elle. Je n'allais pas être le 4e. Mais j'avais besoin des antécédents médicaux de Thomas Callaway, et je n'avais jamais parlé à cet homme. J'ai appelé tante Patty. Elle a décroché à la première sonnerie. Elle attendait, je pense, que quelqu'un de la famille l'appelle sans hurler. Patty, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu extraire les coordonnées de Thomas Callaway de la correspondance ADN Ancestry? Bien sûr, ma chérie. Donne-moi 20 minutes. Elle a rappelé 15 minutes plus tard. Thomas Callaway, Granville, Ohio. Une adresse postale, un portail de messagerie ADN Ancestry. J'avais une porte. Maintenant, j'avais besoin de courage pour y frapper. J'ai retrouvé Patty dans un café le lendemain. Terrain neutre. Elle était déjà assise quand je suis arrivé. Ses 2 mains enroulées autour d'une tasse dans laquelle elle ne buvait pas. Je suis tellement désolé, faites. Si j'avais su. Je l'ai arrêté. Tu ne me dois pas d'excuses. Tu n'as pas créé le secret. Tu as juste allumé la lumière. Elle a expiré, comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. Patty a sorti son ordinateur portable, et m'a guidé sur le tableau de bord d'Ancestry ADN. Le profil de Thomas Callaway, sa correspondance avec moi. La relation prédite étiquetée, parent. Elle m'a montré comment lui envoyer un message via le portail. Il y a autre chose, a dit Patty, refermant l'ordinateur à moitié. Quelque chose que j'aurais probablement dû te dire à la réunion, mais tout s'est passé si vite. Dis-le-moi maintenant. Quand les résultats sont revenus, il y a 3 semaines, je les ai passés en revue avant de les imprimer. J'ai remarqué que tes correspondances n'incluaient pas Gérald. J'ai supposé que c'était une erreur de traitement, un bug. Alors, j'ai appelé Linda. Mon estomac s'est noué. Tu as appelé ma mère. Je lui ai dit qu'un des résultats semblait inhabituel. J'ai demandé s'il y avait quelque chose que je devrais savoir, avant d'imprimer l'ensemble. Patty a regardé son café. Elle m'a dit de tout imprimer. Elle a dit qu'il n'y avait aucun problème. Je me suis adossé à ma chaise. Ma mère avait été prévenue. 3 semaines avant la réunion, Patty lui avait tendu une bouée de sauvetage. Une chance de retirer les résultats de fait, de m'asseoir en privé, de contrôler le moment selon ses propres termes. Et ma mère avait dit, imprime tout. Parce qu'empêcher l'impression aurait exigé une explication. Et s'expliquer était la seule chose que Linda Delaney ne pouvait pas se permettre de faire. Elle a lancé les dés. Elle a parié sur le silence une fois de plus, et elle a perdu. 2 heures du matin. Mon appartement. Le ventilateur de plafond tourne au ralenti au-dessus de mon lit. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance pour m'écouter sans essayer de me réparer. June Porter. Ma meilleure amie depuis la fac, assistante sociale, mère de 2 enfants. Le genre de femme qui ferait 3 heures de route à minuit si vous le lui demandiez. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Faites. Je sais enfin pourquoi je n'ai jamais eu l'impression d'être à ma place. Elle n'a pas dit, oh mon Dieu. Elle n'a pas dit, est-ce que ça va? Elle a dit, raconte-moi tout. Alors, je l'ai fait. Les résultats ADN. La confession en 3 mots de Gérald. La dérobade de ma mère dans la cuisine. Ryan pointant son doigt vers Patty comme si elle était la criminelle. La main douce de Megan sur la mienne. La grand-tante murmurant, pauvre Linda. Le nom sur mes résultats, Thomas Callaway, et ses yeux verts me fixant depuis une photo Facebook. June a écouté pendant 20 minutes sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, tu as tous les droits d'être en colère. Tu as tous les droits d'être triste. Et c'est toi qui décides ce qui se passe ensuite. Pas ta mère, pas Ryan, pas qui que ce soit. Je veux contacter Thomas, mais j'ai peur.
De quoi? Je suis resté silencieuse un instant. Qu'il ne veuille pas de moi, lui non plus. La voix de June s'est adoucie. Alors tu le sauras. Et savoir, c'est toujours mieux que de se demander. J'ai fixé le ventilateur de plafond. Tourné en rond. Faites, a-t-elle ajouté juste avant de raccrocher. Qui tu es n'a pas changé à cause d'un bout de papier. Mais la vérité. La vérité change tout. Elle avait raison. Cela avait déjà tout changé. La différence, c'était que maintenant, je pouvais choisir ce que j'allais construire à partir des décombres. J'ai posé mon téléphone. J'ai fermé les yeux. Demain, j'écrirai à Thomas Callaway. Une semaine après la réunion. J'en étais à la moitié d'une garde de nuit de 12 heures à Merci Général. Une nuit calme. Seulement 2 patients dans le service. C'est alors que l'infirmière en chef m'a dit que quelqu'un me demandait dans la salle d'attente. Elle dit que c'est ta mère. J'ai trouvé Linda assise sur une chaise en plastique près des distributeurs automatiques, son sac à main sur les genoux, son manteau boutonné jusqu'au cou, même s'il faisait 20 degrés dehors. Elle avait l'air d'avoir pris 10 ans de plus, par rapport à la semaine dernière. Il faut qu'on parle. Je travaille, maman. S'il te plaît, 5 minutes. J'ai pris ma pause. Nous sommes restés debout sur le parking, sous la lueur fluorescente du panneau des urgences. Des papillons de nuit tournaient autour de la lampe, au-dessus de nous. Il faut que tu arrêtes de creuser, a-t-elle dit. Ça va détruire tout ce que nous avons construit. Qu'est-ce que nous avons construit, maman? Une famille sur un mensonge. Elle a changé de tactique. La transition s'est faite en douceur, comme toujours. La voix autoritaire s'est effacée, et quelque chose de plus doux s'est installé. Une douceur calculée. J'ai tout sacrifié, fait. Je suis resté avec ton père. Son silence, sa froideur. La façon dont il me regardait chaque jour, comme si je lui étais redevable. J'ai enduré tout ça pour toi. Tu es resté parce que tu n'avais pas d'autre choix. Et tu as transformé ta peur en ma propre prison. Ses yeux ont lancé des éclairs. Si tu contactes Thomas Callaway, je ne te le pardonnerai jamais. J'ai regardé ma mère. Cette femme qui avait orchestré chaque détail de l'histoire de notre famille pendant 40 ans. Qui avait assigné la salade de pommes de terre, le plan de table, et la version de l'histoire que tout le monde avait le droit de croire. Et j'ai dit la seule chose qui restait à dire. C'est toi-même que tu dois pardonner, maman. Pas moi. Je suis retourné à l'intérieur. Ma pause était terminée. 2 semaines après la réunion. Mon téléphone a sonné à 18 heures. Un numéro que je reconnaissais, mais que je voyais presque jamais s'afficher sur mon écran. Gérald. Il ne m'avait pas appelé de son plein gré depuis mes 18 ans. Je veux t'expliquer, a-t-il dit. Sa voix était plate, comme toujours. Plate comme une route sans virage. Tu as eu 40 ans pour expliquer. Silence. Le bruit de sa respiration. Quelque part en fond, une télévision. Le journal du soir, peut-être. Il était probablement assis dans le fauteuil inclinable du magasin. Celui qu'il gardait dans l'arrière-boutique, pour les nuits où il ne voulait pas rentrer chez lui. J'avais peur, a-t-il fini par dire. Peur que, si je te le disais, tu partes. Et que si tu partais, ta mère s'effondrerait. Et si elle s'effondrait, tout ce que j'avais construit s'effondrerait avec elle. Donc, tu as choisi tout le reste, plutôt que moi. La ferme, l'église, le magasin, ta réputation. Un autre silence, plus long cette fois. Je ne connaissais pas d'autre moyen. Je sais, Gérald. Et c'est ça, le plus triste. J'ai utilisé son prénom. Je ne sais pas quand j'ai décidé de faire ça. C'est sorti naturellement. Comme quelque chose que ma bouche attendait de dire depuis des décennies. Pas papa, pas père. Gérald. Un prénom d'homme. Un prénom d'étranger. Il ne m'a pas corrigé. Je vais contacter Thomas Callaway, ai-je dit. Pas parce que je veux te blesser. Parce que j'ai besoin de dossiers médicaux pour l'adoption de Lily. Et parce que je mérite de savoir d'où je viens. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, j'espère que c'est un homme bien. 8 mots.
Ce fut la chose la plus proche d'une permission, que Gérald Delaney me donnerait jamais. J'ai raccroché. Je me suis assise dans ma voiture, sur le parking de l'hôpital. Ensuite, j'ai ouvert Ancestry ADN, et j'ai commencé à taper. J'ai écrit le message 6 fois avant de l'envoyer. Le premier brouillon était trop formel. On aurait dit une mise en demeure. Le deuxième brouillon était trop émotionnel. J'avais l'air désespéré. Les brouillons 3 à 5 étaient des variations de la même tentative pour avoir l'air normal. Ce qui est impossible, quand on écrit à un inconnu qui pourrait être son père. 6e brouillon, Monsieur Callaway, je m'appelle Fête Delaney. J'ai récemment découvert, par le biais d'un test ADN, que vous pourriez être mon père biologique. Je suis né en mars 1986. Je ne veux pas perturber votre vie, mais si vous y êtes ouvert, j'aimerais qu'on se parle. J'ai cliqué sur envoyer. J'ai rangé mon téléphone dans un tiroir. Je suis allé travailler. 12 heures plus tard. 12 heures de perfusion 4, de formulaire d'admission, et d'une fracture ouverte. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche, et j'ai ouvert le tiroir. Un nouveau message. Faites. Je regarde ton message depuis 6 heures. Je ne savais pas. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Oui, s'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai lu 4 fois. Puis une 5e. Je revenais sans cesse à ces 3 mots, je ne savais pas. En 40 ans, tous les gens de ma vie qui détenaient ce secret, l'avaient su. Ma mère savait. Gérald savait. Et apparemment, la peur de ma mère était si absolue, si hermétique, qu'elle m'avait effacé pour la seule personne qui avait le plus le droit de savoir que j'existais. Thomas Callaway ne savait pas qu'il avait une fille. Et il s'en excusait. Ma mère, qui savait depuis 40 ans, qui avait choisi le silence chaque matin pendant 14 600 matins, ne s'était jamais excusée de rien. Un inconnu disait, pardon, avant ma propre mère. Je suis resté assise sur mon lit, le téléphone à la main, lisant ces mots encore et encore, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Demain, je l'appellerai. Sa voix était plus grave que ce que j'imaginais. Chaleureuse, un peu rugueuse sur les bords, comme quelqu'un qui a passé des décennies à travailler de ses mains, et à parler à des clients de l'autre côté d'un comptoir d'atelier. Faites. Il a prononcé mon prénom comme s'il l'essayait. Comme si c'était quelque chose de nouveau, et de fragile. Monsieur Callaway. Thomas, s'il te plaît. Je lui ai raconté ce que je savais. La réunion, les kits ADN, les résultats. La confession de Gérald, le silence de ma mère. Il a écouté sans m'interrompre, de la même manière que je ne l'avais fait, mais de façon plus pesante. Je pouvais entendre le poids de la situation s'abattre sur lui en temps réel. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Quand ta mère a cessé de retourner mes appels en 85, j'ai su que quelque chose avait changé. Je lui ai écrit une lettre, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose que je devais savoir. Il a fait une pause. Elle n'a jamais répondu. Une lettre ? Il avait posé la question. Et elle avait choisi le silence. Thomas m'a raconté son histoire. En 1985, il avait 24 ans. Un charpentier engagé pour réparer le toit de la ferme des Delaney. Gérald était parti pour 3 mois. Linda et lui avaient été proches pendant quelques semaines. Puis, elle avait coupé les ponts. Aucune explication. Il avait déménagé. Construit une vie. Épousé une femme nommée Dorothy. Eu 2 fils, Rob, aujourd'hui 35 ans, et James, 33 ans. Dorothy était morte il y a 5 ans. Cancer du pancréas. Ma vie a été petite, a-t-il dit. L'atelier, mes garçons, les dîners du dimanche. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il manquait quoi que ce soit. Il a fait une pause. Jusqu'à ce que je reçoive ton message. Je ne suis pas encore prête à ce qu'on se rencontre en personne, ai-je dit. Je comprends. Mais, bientôt. J'ai attendu 40 ans sans savoir que j'attendais. Je peux attendre un peu plus longtemps. Quand nous avons raccroché, je suis restée assise avec mon téléphone sur les genoux, et j'ai pleuré. Pas de tristesse. De l'étrange et insupportable soulagement d'être accueilli par quelqu'un qui ne me devait rien. Un mois après la réunion.
On frappe à la porte de mon appartement, à 20h, un mardi soir. Pas de texto avant, pas d'appel. Ryan. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Barbe de 3 jours, polo froissé. Le genre d'épuisement qui vit derrière les yeux. Maman est malade, a-t-il dit, toujours debout dans le couloir. Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. Elle ne veut pas quitter la maison. Papa dort au magasin. Il faut que tu rentres, et que tu arranges ça. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Je n'ai pas cassé ça, Ryan. Ce n'est pas un test ADN qui a cassé ça. 40 ans de mensonges ont cassé ça. Et je ne vais pas y retourner pour jouer le rôle du tout va bien, pour que tout le monde puisse retrouver son confort. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Tu te souviens quand papa a oublié ton anniversaire, a-t-il dit. Et sa voix était différente, maintenant. Plus petite. Tu avais 16 ans. J'en avais 14. Et je lui ai demandé pourquoi il avait oublié. Il m'a dit, je n'ai pas oublié. Je ne m'en suis juste pas rappelé. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Je me suis dit qu'il était fatigué. C'est ce que je me disais, il est juste fatigué. Et maintenant? Maintenant je comprends. Ses yeux étaient rouges. Je suis désolé. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Ryan n'était pas ce genre d'homme. Il avait appris le stoïcisme de Gérald, de la même manière que certains fils apprennent à lancer un ballon de football américain. Mais il est entré. Il s'est assis sur mon canapé. Il n'est pas parti. Nous n'avons pas parlé de maman. Nous n'avons pas parlé de Thomas. Nous avons regardé une rediffusion de je ne sais quoi à la télévision. Je ne me souviens même plus de quoi il s'agissait. Et pendant 45 minutes, nous sommes juste restés assis dans la même pièce, sans faire semblant. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas une résolution. Mais c'était la première heure honnête que mon frère et moi passions ensemble, depuis très longtemps. Parfois, c'est suffisant pour commencer. J'ai écrit la lettre à la main. Pas un email, pas un texto. Un stylo sur du papier. La manière dont la génération de ma mère communiquait, quand il voulait que ça compte. Je l'ai adressé à Linda et Gérald Delaney. Je l'ai posté depuis le bureau de poste de la 5e rue, celui avec la fresque de l'aigle sur le mur extérieur. Je suis resté debout sur le trottoir après l'avoir fait, clignant des yeux dans le soleil de l'après-midi, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis 40 ans. Voici ce que ça disait, plus ou moins, maman, Gérald. Je ne déteste aucun de vous deux. Mais je ne continuerai pas à vivre dans une histoire qui a été écrite pour moi, à mon insu et sans mon consentement. J'ai besoin de temps. Je ne coupe pas les ponts de façon permanente, mais c'est moi qui déciderai quand je serai prête à parler. Pas vous, pas Ryan. Moi. S'il vous plaît, n'appelez pas. Je vous contacterai quand je serai prête. C'est tout. Aucune accusation, aucune liste de griefs, aucun adieu dramatique. Juste une ligne tracée à l'encre. Laissez-moi vous apprendre quelque chose sur les limites personnelles. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une vengeance. Fixer une limite, c'est vous dire, j'ai assez d'importance pour être traité honnêtement. Et si quelqu'un vous dit que votre limite est égoïste, ce qu'il vous dit vraiment, c'est que votre soumission avait plus de valeur à ses yeux, que votre propre bien-être. Vous n'avez pas à brûler les ponts. Vous devez juste arrêter d'être la seule personne à les construire. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec les fenêtres baissées. L'air sentait l'herbe coupée, et l'asphalte chaud. J'avais un appel téléphonique à passer, l'assistante sociale de Lily, pour confirmer la mise à jour des documents. J'avais un message à rédiger pour Thomas, pour lui poser des questions sur les antécédents médicaux de sa famille. J'avais une vie à reconstruire. Pas à partir de zéro, mais à partir de la vérité. Pour la première fois en 40 ans, je ne portais pas quelque chose qui ne m'appartenait pas. Je venais de poster cette lettre. Mes mains ne tremblaient pas. Et si vous me connaissez un peu, maintenant, vous savez que c'est significatif. J'ai passé 40 ans à porter quelque chose qui n'avait jamais été à moi. Si vous portez quelque chose comme ça en ce moment, un secret de famille, un rôle que vous n'avez pas choisi, un silence qui vous ronge de l'intérieur, je veux que vous sachiez qu'il n'est pas égoïste de s'en délester. C'est de la survie. Cliquez sur le bouton d'abonnement,
et restez avec moi. Parce que cette histoire ne se termine pas comme vous le pensez. 6 mois après la réunion. Un samedi de décembre, je conduisais vers l'est sur la IE70, en direction de Granville. 3 heures de route. C'est la distance à laquelle mon père biologique avait vécu. 3 heures de la femme qu'il avait effacée de ma vie. 3 heures de la fille dont il ignorait l'existence. Assez près pour une excursion d'une journée. Assez près pour que nous ayons pu nous croiser dans une station-service ou une aire de repos, sans jamais le savoir. L'Ohio en décembre est plat et gris. Des champs de maïs gelés, des clochers d'églises blancs, des petites villes avec des noms comme Pataskala, Hébron et Granville. Des villes bâties par des gens qui sont restés sur place, et qui ont construit des choses de leurs mains. J'ai grandi dans une ville exactement comme celle-là. J'avais les résultats ADN sur le siège passager. L'enveloppe de la réunion, froissée au coin, désormais assouplie à force d'avoir été manipulée. Je ne l'avais pas apporté comme preuve. Je l'avais apporté parce que c'était l'objet qui avait mis fin à une vie, et en avait commencé une autre. J'ai réfléchi à ce que j'allais dire. J'ai pratiqué des phrases dans ma tête, et je les ai abandonnées. Que dit-on à l'homme qui vous a engendré, et qui ne l'a jamais su? Enchanté de vous rencontrer. J'ai vos yeux. Où étiez-vous passé? Le GPS a annoncé, destination dans 2 miles. Mon rythme cardiaque a grimpé. J'ai reconnu cette sensation. Le même pic d'adrénaline que je ressens quand un patient dans un état critique franchit les portes des urgences. L'adrénaline, la concentration, le besoin d'être présente pour ce qui va suivre. 1 mile. Un demi-mile. Un virage sur une route résidentielle. Des chaînes. Une boîte aux lettres qui disait « Callaway ». Je me suis garé dans l'allée d'une petite maison en bois, avec un atelier derrière. De la sueur sur les marches du porche, un carillon avant fait de tuyaux en cuivre. Et sur le porche d'entrée, debout avec les mains dans les poches de sa veste, un homme qui avait attendu. Thomas Callaway était grand. Plus grand que je ne l'imaginais. Des cheveux argentés, épais, rejetés en arrière sur son front. Des mains qui donnaient l'impression d'avoir tenu 1 millier de morceaux de bois, pour les façonner en quelque chose d'utile. Et ses yeux. Verts, d'un vert profond. La nuance exacte que je voyais chaque matin dans le miroir de ma salle de bain. Je suis sorti de la voiture. Nous nous tenions à 5 mètres l'un de l'autre, l'air de décembre entre nous, et aucun de nous ne parlait. C'est lui qui a craqué en premier. Tu as les yeux de ta grand-mère. Ma mère. La même couleur. J'ai presque ri. Presque. Et j'ai ton nez. Il a souri. C'était un sourire prudent, le genre que les gens arborent quand ils ont peur que le moment puisse se briser, s'ils bougent trop vite. Il a tendu la main. Je l'ai prise. Sa poigne était ferme, chaude, et rendue rugueuse par les callosités. Il a maintenu la pression un instant de plus que ce qu'exige une poignée de main. Pas une étreinte. Juste un maintien. L'intérieur de la maison était propre et simple. Des meubles en bois, tous faits à la main, tous magnifiques. Sur les murs, des photos encadrées de 2 jeunes hommes que je ne connaissais pas, mais que j'ai immédiatement reconnus. Rob. James. Mes frères. Demi-frères. Ils avaient la mâchoire et les larges épaules de Thomas. Ils me ressemblent, ai-je dit, et ma voix a déraillé. C'est vrai. Thomas a fait du café, et nous nous sommes assis à la table de sa cuisine. En chaîne, assemblée à la main. Le genre de table qui pourrait survivre un siècle. Il m'a raconté sa vie. L'atelier. Dorothy, sa femme, partie depuis 5 ans maintenant. Rob, un électricien à New York. James, professeur d'atelier dans un lycée à Zanesville. Les dîners du dimanche, les années tranquilles. Ma vie a été petite, a-t-il répété. Mais elle n'a jamais été vide. Du moins, c'est ce que je croyais. Il a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse. Puis, j'ai reçu ton message. Et j'ai réalisé qu'il y avait eu un trou, dont j'ignorais l'existence. Je l'ai dit à Rob et James. Ils veulent te rencontrer. Il m'a emmené à l'atelier après le café. L'odeur m'a frappé en premier. Chêne, cèdre et huile de lin. Chaude et riche. Le genre d'odeur qui remplit vos poumons,
et vous fait respirer plus lentement. Des outils étaient accrochés sur des panneaux perforés au mur. Un tour à bois trônait dans le coin, saupoudré de fins copeaux. Des projets à moitié terminés s'alignaient sur les établis. Une porte d'armoire. Une étagère. Une petite boîte à bijoux avec des assemblages à queue d'aronde si serrés, qu'on ne pouvait pas voir les jointures. Je fabrique sur commande, a dit Thomas, en passant sa main le long d'un dessus de table. Des tables, des armoires, des lits. Chaque morceau de bois a un grain différent. Il n'y en a pas deux identiques. Je comprends ça. Je suis infirmière aux urgences. Chaque patient est différent. Il m'a regardé. M'a vraiment regardé. De la façon dont on étudie quelque chose que l'on veut mémoriser. Une infirmière. C'est du beau travail. Il m'a accompagné jusqu'au coin le plus reculé, où reposait un fauteuil à bascule inachevé. Des accoudoirs lisses, des patins courbés, un dossier haut en forme de violoncelle. C'était magnifique. Je fais ça pour ma petite fille. La fille de Rob. J'ai passé mes doigts le long de l'accoudoir, poncé jusqu'à ressembler à de la soie. Lily, ai-je dit. Et puis je lui ai parlé d'elle. 6 ans, cheveux bruns, en famille d'accueil pendant la majeure partie de sa vie. L'adoption qui avançait enfin, retardée par des antécédents médicaux qui s'étaient révélés faux, jusqu'à ce qu'un test ADN les corrige. Thomas est resté silencieux un instant. Puis, voudrais-tu que j'en fasse un pour Lily? La question est restée suspendue dans l'air comme de la sueur. Flottante. Tu veux être son grand-père? Si tu me le permets. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis la réunion, de vraies larmes. Pas de chagrin. Pas de colère. Mais de l'expérience étrange et bouleversante d'être réclamé, accueilli, choisi. Il m'a tendu un chiffon d'atelier. Désolé. C'est tout ce que j'ai. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le trajet de retour a duré 3 heures. Et pour la première fois depuis des mois, je ne les ai pas passés à rejouer les pires moments de la réunion. J'ai rejoué l'atelier, le fauteuil à bascule, l'odeur de la sueur, sa voix pleine d'espoir. À mi-chemin, mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Megan. Hey. Maman veut t'écrire une lettre. Es-tu d'accord avec ça? J'y ai réfléchi pendant un mile entier avant de répondre. Elle peut écrire. Je la lirai quand je serai prête. Je comprends. Une pause, puis, tu es toujours ma sœur, faite. ADN ou pas? J'ai souri. ADN ou pas? Megan m'en a dit plus. Ryan avait changé tranquillement, de la façon dont Ryan faisait toutes les choses. Il avait arrêté de défendre notre mère à voix haute. Il avait commencé à poser ses propres questions. Pas à Faith, pas à Linda. À lui-même. Le genre de questions qui n'ont pas de réponse, mais qui doivent quand même être posées. Gérald dormait toujours au magasin. Lui et Linda partageaient une maison, mais partageaient à peine une pièce. 40 ans de silence avaient fini par se fissurer. Et ce qui s'en échappait n'était pas du soulagement. C'étaient tous les autres silences qu'ils cachaient derrière le gros. Ils ne vont pas bien, a dit Megan. Je sais. Est-ce que tu vas venir les voir? Pas encore. Je viendrai quand je serai prête. Pas quand quelqu'un me dit que je devrais. J'ai raccroché et j'ai conduit à travers l'obscurité. Passant les champs gelés, et les feux rouges clignotants dans des villes où je ne m'étais jamais arrêté. Le ciel de décembre était noir, vaste, et froid. Et quelque part là-dedans, quelque part derrière les nuages, il y avait plus d'étoiles que je ne pouvais en compter. Je n'avais pas besoin de les compter. J'avais juste besoin de savoir qu'elles étaient là. La lettre de Linda arriverait. Je la lirai quand le moment serait venu. 7 mois après la réunion. Janvier. L'assistante sociale de Lily m'a appelé un mercredi matin. Tout semble bon, faites. Les antécédents médicaux mis à jour sont vérifiés. Nous passons à la phase suivante. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, et j'ai pressé mon dos contre les placards. Les antécédents médicaux mis à jour sont vérifiés. La paperasse qui avait été fausse pendant des mois, remplie avec l'arbre généalogique de Gérald au lieu de celui de Thomas, était désormais corrigée. Maladie cardiaque du côté Callaway. Pas de diabète.
Une grand-mère maternelle qui a vécu jusqu'à 93 ans. La vérité, sur papier, pour la première fois. Ce week-end-là, j'ai rendu visite à Lily dans sa famille d'accueil. Elle était assise sur les marches du porche quand je suis arrivé, portant une doudoune de taille trop grande, et des baskets au lacet défait. « C'est toi qui vas me ramener à la maison. » Je me suis agenouillé pour lasser ses chaussures. « Si tu le veux. »« Je le veux. » Elle l'a dit comme les enfants de 6 ans disent les choses, comme si c'était évident, comme si c'était déjà décidé, comme si la seule question était de savoir pourquoi ce n'était pas arrivé plus tôt. J'ai pensé à Gérald. À la façon dont il a dit qu'il avait essayé de m'aimer, mais qu'il n'avait pas pu. J'ai pensé à ma mère, qui m'aimait, mais qui a emballé cet amour dans tellement de mensonges, qu'il en est devenu méconnaissable. Et j'ai pensé à Thomas, qui ignorait mon existence jusqu'à il y a 6 mois, mais qui a proposé de construire un fauteuil à bascule pour une petite fille qu'il n'avait jamais rencontrée. L'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est ce que vous faites avec ce sentiment. Ce soir-là, Thomas m'a envoyé une photo par texto. Le fauteuil à bascule. Fini. En chêne blanc, couleur miel, avec des patins lisses et un dossier haut. Sur le haut du dossier, sculpté en lettres majuscules et nettes, Lily Delaney. J'ai gardé le nom Delaney. Pas parce que c'était celui de Gérald. Parce que c'était le mien. Je l'avais porté pendant 40 ans. Je l'avais mérité. 8 mois après la réunion. Février. La lettre de Linda est arrivée un mardi. Dans une enveloppe blanche ordinaire, avec son écriture soignée sur le devant. Aucune adresse d'expéditeur. Comme si elle essayait encore de contrôler ce qui pouvait être retracé jusqu'à elle. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine, avec une tasse de café, la télévision éteinte. 3 pages, à simple interligne. Sa plus belle écriture. Elle n'a pas dit « Je suis désolé ». Elle a dit « Tu dois comprendre ce que c'était ». Elle a décrit 1985. La solitude, la maison, les 3 mois sans Gérald. Le jeune charpentier qui avait été gentil avec elle quand personne d'autre ne l'était. Elle a décrit la terreur de réaliser que la chronologie ne collait pas. La conversation avec Gérald à 7 mois de grossesse. Sa décision froide et transactionnelle de rester. Le marché qu'ils ont conclu dans la cuisine de la ferme. Le silence. Un silence permanent, total, hermétique. « J'avais peur de te perdre », a-t-elle écrit. J'avais peur de tout perdre. Je sais que j'avais tort, mais je ne savais pas comment faire autrement. J'ai plié la lettre, je l'ai posée sur la table, et j'ai bu mon café. Voici ce que j'ai remarqué. Et si vous ne retenez qu'une chose de mon histoire, que ce soit celle-ci. Ma mère a écrit 3 pages. Elle s'est expliquée. Elle a mis en contexte. Elle a décrit sa peur, sa solitude, et la position impossible dans laquelle elle se trouvait. Mais nulle part, pas une seule fois, pas dans ces 3 pages, elle n'a écrit les mots « Je suis désolé ». Elle a écrit « J'avais tort ». Elle a écrit « J'avais peur ». Elle a écrit « Je ne savais pas comment faire autrement ». Mais, « Je suis désolé », ces 3 mots-là ne sont jamais apparus. Si quelqu'un vous écrit 3 pages d'explication sans 3 mots d'excuse, vous lisez une plaidoirie de défense. Pas une remise en question. J'ai mis la lettre dans un tiroir. Je ne l'ai pas jetée. Je ne l'ai pas brûlée. Je l'ai juste mise quelque part où je ne la verrai pas tous les jours. Noël, cette année-là, a été intime. 3 personnes. Mon appartement, un petit sapin de table acheté à la pharmacie, et une guirlande de lumière blanche que je possédais depuis ma vingtaine. Lily était à sa place, avec moi. L'adoption n'était pas encore finalisée, mais elle en était proche. Elle portait un pyjama avec des flocons de neige, et mangeait des pancakes assises en tailleur sur le sol du salon. June est passée à midi avec du vin, un bon plat, et ce genre de présence qui rend une pièce complète. Thomas avait envoyé le fauteuil à bascule par transporteur. Il est arrivé 4 jours avant Noël, emballé dans des couvertures de déménagement, et sentant l'atelier. Lily s'y est assise immédiatement. Remontant ses genoux, et serrant un oreiller contre sa poitrine. « C'est ton grand-père qui a fabriqué ça pour toi », lui ai-je dit. « J'ai un grand-père. »« Tu as un grand-père. » Elle s'est balancée lentement, pressant sa joue contre la coudoir en chêne lisse. « Ça sent comme dehors. »
Le 26 décembre, Megan est passée. Elle a apporté une assiette de biscuits. La recette de notre mère. Les sablés avec le sucre glace. Ceux que Linda préparait chaque année. Elle n'a pas dit qu'ils venaient de maman. Elle n'en a pas eu besoin. J'ai pris l'assiette. Merci. Ryan a appelé en FaceTime ce soir-là. Bref, un peu guindé. Joyeux Noël, Frangine. Joyeux Noël, Ryan. Gérald n'a pas appelé. Je n'ai pas attendu. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, et que June soit rentrée chez elle, je me suis assise dans le fauteuil que Thomas avait construit, et j'ai regardé mon appartement. Petit, calme. À moi. Un sapin de Noël acheté en pharmacie. Une enfant qui dort dans la pièce d'à côté. Une assiette de biscuits de ma mère sur le comptoir. Une chaise fabriquée par un homme que je connaissais depuis 6 mois, mais qui me semblait déjà plus présent que l'homme qui m'avait élevé pendant 40 ans. J'ai arrêté d'essayer d'appartenir à quelque part. J'ai construit là où j'appartiens. Printemps. Avril. J'ai conduit Lily à Granville pour rencontrer Thomas. Elle a parlé pendant les 3 heures de route, de l'école, de son ami Marcus, d'un chien qu'elle avait vu au parc et qu'elle voulait que j'adopte. Je l'ai laissé parler. La voiture était chaude, la route était droite, et sa voix en remplissait chaque recoin. Rob et James étaient déjà là quand nous sommes arrivés. Je les ai vus debout sur le porche, avec Thomas. 3 hommes. 3 générations de la même mâchoire, et des mêmes larges épaules. Rob était trapu, gentil, et tenait un plat préparé. James était plus grand, plus mince, et avait exactement les mêmes mains que Thomas. « Tu ressembles tout à fait à papa », a dit Rob quand je suis sorti. « Les mêmes yeux, le même nez », a ajouté James. « J'attends depuis 40 ans que quelqu'un me dise ça. » Thomas s'est accroupi à la hauteur de Lily. Elle l'a étudié de la façon dont les enfants de 6 ans étudient toutes les choses. Directement, sans faux semblant. « C'est toi le grand-père qui a fabriqué ma chaise. » « C'est moi. » Elle sent comme dehors. Thomas a ri. Un vrai rire, plein. Le genre de rire qui vous secoue les épaules. C'est la meilleure critique que j'ai jamais reçue. Nous avons déjeuné à la table de la cuisine de Thomas. Celle en chêne. Celle assemblée à la main. Celle construite pour durer 100 ans. Lily s'est assise entre la fille de Rob, Emma, et le fils de James, Nathan. Des enfants qui partageaient son sang. Une famille qu'elle ignorait avoir. Après le déjeuner, nous nous sommes tenus sur le porche d'entrée pour une photographie. Thomas au centre. Rob et James de chaque côté. Leurs femmes, leurs enfants. Et moi, tenant Lily, debout juste à côté de Thomas. J'ai regardé la photo sur mon téléphone après coup. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur aucune photo de famille auparavant. J'étais au centre. Pas sur le bord, pas dans le coin, pas légèrement en dehors du cadre. Au centre. Voici où en sont les choses. L'adoption de Lily a été finalisée en mai. Le juge a signé les papiers un mardi après-midi, et Thomas était dans la salle d'audience. Rob et James aussi. Megan aussi. June aussi. Thomas fait le trajet une fois par mois. Lui et Lily ont une routine. Il apporte un petit morceau de chute de bois, et elle le ponce, pendant qu'il lui explique de quel genre d'arbre il provient. Elle a une collection, maintenant, alignée sur le rebord de sa fenêtre. Chêne, cerisier, noyer, érable. Elle les reconnaît tous à l'odeur. Rob et James appellent Lily en FaceTime chaque dimanche. Elle les appelle oncle Rob et oncle James. Ils l'appellent leur petite coccinelle. Elle adore ça. J'ai rencontré ma mère une fois, il y a 3 mois. Dans un café. En terrain neutre. C'est comme ça que ça doit se passer, maintenant. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Plus vieille. Elle n'a toujours pas dit « je suis désolé ». Mais elle a dit « j'avais tort ». Et j'ai décidé que c'était peut-être tout ce qu'elle était capable de donner. Je l'accepte. Pas parce que c'est suffisant. Mais parce que c'est réel. Gérald et moi ne nous sommes pas parlé depuis ce coup de fil. Je ne le déteste pas. Mais je n'ai pas besoin de lui. Et pour la première fois de ma vie, je suis en paix avec ça.
Ryan, Meghan et moi, nous sommes toujours une famille. Nous l'avons toujours été. Mais maintenant, la relation est construite sur la vérité, au lieu de la version de la réalité que quelqu'un d'autre a décidé pour nous. Je m'appelle Fête Delaney. J'ai 41 ans. Je suis infirmière aux urgences à Mercy Générale. Je suis la mère d'une petite fille de 6 ans, qui renifle les fauteuils à bascule, et dit qu'ils sentent, comme dehors. Je suis la fille de Thomas Callaway, un charpentier de Granville, dans l'Ohio, qui a attendu 40 ans sans savoir qui l'attendait. Et pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui je suis. Je m'appelle Fête Delaney. J'ai 41 ans, et je sais qui je suis. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, si elle vous a rappelé votre propre famille, vos propres questions, vos propres silences, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous auriez fait, à cette table de réunion de famille. Seriez-vous resté silencieux, ou auriez-vous posé la question? Je veux entendre votre histoire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, et consultez la description pour d'autres histoires comme celle-ci. Je vous retrouve dans la prochaine.